Et toujours, moi c'est ce que je me disais, peu importe à quel point c'est dur aujourd'hui, demain ça sera peut-être pas si dur. Et après c'était très dur pour moi de voir du jour au lendemain, parce que mon état il s'améliorait pas de jour en jour, mais de se dire c'est pas grave si ça va pas mieux demain, mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, c'est pas grave. Et je pense aussi le fait de me dire que je pouvais, si on savait ce que c'était le fait de savoir aussi, on peut le traiter en fait. Et je me suis dit, purée, ça me donne vraiment de l'espoir, parce que au-delà de la paralysie dont je souffrais sur le moment, j'avais tous ces symptômes-là qui étaient encore inconnus. Et je me suis dit, en fait, je vais pouvoir avoir une vie normale, quoi. Je suis juste pas folle et je vais pouvoir revivre, quoi. En fait, ce qui était dur pour moi, c'est que je me sentais comme un poids, et mes parents m'ont jamais fait ressentir et m'ont toujours dit non, enfin c'est pas du tout le cas. Mais j'étais vraiment pour moi juste un poids en fait, pour la famille, pour tout ce que j'apportais en mal. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Si vous voulez vous faire un shoot d'espoir, ou si vous avez besoin d'espoir à haute dose, vous êtes au bon endroit. Mon mari me reproche souvent d'utiliser trop de superlatifs, et ça me saoule d'ailleurs, parce que je vis ma vie aux superlatifs. Mais je peux vous dire que les superlatifs ne sont pas suffisants pour décrire Jeanne. Elle est tout simplement plus qu'extraordinaire. Son combat a commencé quand elle avait 5 ans. Elle a été piquée par une tique, et les problèmes de santé n'ont cessé depuis. Douleurs articulaires, musculaires, fatigue. Aucun diagnostic n'est posé, tout est flou. On l'appelle même Tamalou quand elle est enfant, parce qu'elle a tout le temps mal, mais elle croque la vie à pleines dents jusqu'au jour où tout s'aggrave. Errance médicale et erreur médicale. J'avoue que c'est un peu révoltant d'entendre tout ce par quoi elle est passée, et le plus révoltant dans cette histoire, c'est que les médecins décrètent que c'est dans sa tête, et à force de l'entendre, elle finit par y croire, à douter d'elle-même, à cacher ses symptômes, et termine avec des anxiolytiques et des antidépresseurs, KO toute la journée, typique de l'errance médicale. Bref, fallait absolument que ça s'arrête. Jeanne n'a rien lâché, et heureusement, elle est tombée sur un médecin ange gardien. Il a tout décortiqué depuis cette piqûre de tique. Jeanne a pu comprendre, elle a pu tout comprendre depuis le début, et surtout, elle a pu enfin se dire que si on avait trouvé ce qui lui arrivait, on pourrait la soigner. Paralysie du corps, d'une partie du visage, réapprendre à marcher, à parler, à écrire, elle vous racontera tout cela avec un sourire jusqu'aux oreilles, parce que pour Jeanne, déjà faire un premier pas après avoir été paralysée est bonus. De là où elle vient, tout est bonus en fait. C'est comme cela qu'elle décide de voir la vie, et son combat est loin d'être terminé. La maladie de Lyme a été éradiquée, mais elle devra vivre avec la maladie de Crohn toute sa vie. Jeanne a beaucoup à nous apprendre sur la vie. Son optimisme, sa détermination, sa façon d'appréhender les épreuves sont un exemple pour nous tous. Je n'ai de leçons à donner à personne et je m'étonne même de dire ceci, mais j'ai quand même vraiment envie de le dire. C'est vraiment un podcast à mettre sur les oreilles des personnes qui se plaignent pour des queues de cerises. Il remet les idées en place de manière très très positive. Le témoignage de Jeanne nous fait comprendre tout le sens de la résilience, de l'espoir, et il nous fait réaliser à quel point la santé est un cadeau inestimable. Merci à Jeanne et à Louis, son amoureux, qui était là aussi à ses côtés. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Bon, on a quand même Louis qui est avec nous. On lui laissera un petit peu la parole aussi. Merci Jeanne d'accepter d'être sur le sol, comme ça, dans cette petite chambre d'hôtel. Et d'enregistrer. Alors Jeanne, je te suis déjà depuis un petit temps. J'ai été complètement sous le charme, en admiration totale devant tout ce que tu partages et tout ce que tu as franchi comme étape absolument extraordinaire. Alors on va commencer de manière un petit peu classique. Tu vas te présenter ton âge, ta situation familiale et puis l'histoire de
de tes maladies, on devrait dire, c'est quand même presque l'histoire d'une vie, en fait. Ouais. Je pense qu'on peut parler d'histoire d'une vie parce que c'est un peu comme un chemin de vie, même un objectif au final, même si au début, on le voit pas toujours comme ça. Mais c'est vrai que, en fait, ça a pris une place très tôt dans ma vie parce que j'ai été piquée par une tique, donc j'avais 5 ans. Et j'ai eu des conséquences directement après la piqûre, mais on s'en est pas vraiment rendu compte. Donc j'ai été piquée en vacances. J'étais en vacances avec ma famille, rien de plus banal. Et je me suis fait piquer par une tique au niveau de la nuque. Et c'est ma maman qui me l'a enlevée. Et il n'y a pas eu de rougeur, on avait bien surveillé, mais pas non plus sans... Oui, pas la plaque rouge comme on a l'habitude de voir, en fait. Oui. C'est ça, j'ai pas du tout eu de tache rouge ou de réaction directement après. Et comme on n'en parlait pas du tout à cette époque, je pense même que si j'avais eu une plaque rouge, on n'aurait rien fait. Parce que maintenant, il y a de la prévention, mais quand j'avais 5 ans, il n'y en avait pas du tout. Donc là, j'ai 20 ans. Donc, ouais, voilà, j'allais demander, tu nous donnes ton âge, comme ça, ils savent. Ouais, j'ai 20 ans, donc c'est quand même... ça fait une quinzaine d'années cette fois. Et ouais, donc il n'y avait pas trop de prévention. Et on m'a retiré la tique, j'ai pas eu de réaction plus que ça. Et quelques semaines après, j'ai eu une pneumonie. Donc là, j'ai été chez le médecin, des traitements, etc. C'est passé, mais ça a mis du temps, c'était compliqué. Mais on n'a jamais fait le lien parce que le médecin nous a jamais demandé déjà quoi que ce soit. Et mes parents, ils ont pas pensé à inscrire la piqûre de tique sur le carnet de santé. Donc ça, je pense déjà, c'est important de dire que si quelqu'un se fait piquer, peut-être le mettre dans le carnet de santé de son enfant, au cas où ça se réveille plus tard, peut-être de quand même avoir l'idée, quoi. Oui, mais moi je vois mon mari, il est à la campagne tous les week-ends, il en retire quasi tous les week-ends. Donc en fait, tu vois, quand ce qu'il faut mentionner, c'est en fait, il faut surveiller. Mais t'avais même pas la plaque rouge, donc en fait. En fait, je pense que c'est vraiment une histoire un peu de manque de chance dans mon cas, malheureusement. C'est déjà, il faut que la tique soit infectée dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il faut aussi que notre système immunitaire ne soit pas capable de combattre l'infection, parce qu'il y a des personnes pour qui la tique est infectée, mais directement leur corps il se bat contre, et dans ce cas-là, il y a aucun souci, je veux dire, c'est fini. Et dans le cas aussi, pareil, parce que les personnes, si elles se font piquer et qu'elles ont directement une antibiothérapie courte, à peu près 3 semaines, je crois, ou un mois, je sais plus exactement. Ils prennent ce traitement directement après la piqûre et c'est fini. Je veux dire, la maladie de Lyme, à la base, si on la traite directement, il y a aucun souci, ça se traite bien. Et c'est quand ça devient chronique comme moi, donc j'ai été piquée à 5 ans et j'ai commencé les traitements quand j'avais 17 ans, 18 ans. Là, c'est plus compliqué parce que ça devient chronique, même si c'est ce qui fait débat en France en ce moment, le Lyme chronique, mais c'est ce qui se passe quand même. Ok, donc en fait, si on le traite tout de suite, oui, c'est quand même des gros antibiotiques, hein, non, un sacré traitement. Mais si on traite tout de suite, voilà, on éradique la maladie tout de suite. C'est ça. Et là, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu pas mal de problèmes de santé, en fait, depuis l'âge de 5 ans. C'est ça. En fait, moi, donc, j'ai eu la pneumonie. Ensuite, mais ça pouvait être tout simplement un hasard. Ça aurait pu, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait le lien. Et c'est très, très longtemps après, quand on a repris mon carnet de santé, qu'on a fait les liens avec les dates. On a fait une petite enquête, en fait, pour tout comprendre ce qui s'était passé. Parce que même moi, j'avais besoin de savoir un peu comment. Parce que c'est dur d'avancer, même si on a le diagnostic, de pas savoir comment ça s'est déroulé. Je trouvais que c'était dur pour moi. Donc j'ai eu besoin aussi de tout comprendre, et ça on l'a fait plus tard avec un médecin qui m'a écouté pour Lyme justement. Et donc c'est comme ça qu'on a déroulé le fil de l'histoire. Et donc j'ai eu la pneumonie, et ensuite en fait pendant toute mon enfance, même ma adolescence, j'avais des grosses douleurs articulaires, je me faisais des entorses dès que je marchais un peu vite, des choses comme ça. Et le médecin qui me suivait, donc mon médecin généraliste, le médecin du village quoi, il m'avait simplement dit que j'étais hyperlaxe, donc les articulations trop souples, et puis que c'était la croissance, donc ça irait mieux quand j'aurais 18 ans. Il m'avait dit ça, je me rappelle, parce que je m'étais dit à mes 18 ans, c'était quand j'ai été paralysée. Je me suis dit, purée, il s'est bien trompé, parce que finalement, ça devait aller mieux à mes 18 ans et ça s'était empiré, quoi. Donc voilà, il y a eu tous ces petits soucis-là, mais qui auraient pu être vraiment, pour le coup, ça aurait pu être la croissance ou n'importe quoi. Mais parce que, après, maintenant, on connaît beaucoup mieux cette maladie quand même, hein. Oui. Et quand est-ce que tu as été diagnostiquée? Parce que j'imagine aussi que est-ce que on te prenait pour une petite douillette, ou je sais pas, ou que c'était dans ta tête, ou une enfant, pas vraiment en fait, hein, mais ou est-ce qu'on te prenait pour une enfant fragile qui était tout le temps malade? Ouais. En fait, quand j'étais enfant, j'avais toujours mal partout. D'ailleurs, ils m'appelaient toujours dans ma famille, ils m'appelaient Tamalou, et c'était terrible parce que pour eux c'était marrant, mais pour moi c'était pas marrant parce que j'avais vraiment mal, et je disais pas ça pour rire quoi. Je me faisais vraiment toujours mal, et donc c'était en fait des douleurs articulaires au final. Mais on pensait que je me faisais mal tout le temps, que je me plaignais. Enfin voilà, on m'appelait comme ça. Et plus tard après, j'avais
bah, c'était un peu pareil. J'ai commencé à faire du sport, donc je faisais de la natation synchronisée. J'en ai fait quand même, je faisais beaucoup d'heures par semaine et tout le monde me disait que si j'avais mal, c'est parce que je me fatiguais en faisant du sport, alors que pas du tout. Et en fait, dès que je faisais du sport, j'avais des grosses crampes au niveau des mollets et j'étais obligée de m'arrêter, je pouvais plus continuer. Et donc au début, on pensait que c'était trop de sport, sauf que j'ai arrêté le sport tellement ça devenait contraignant. Et en fait, j'avais mal après, même en marchant dans la rue 10 mètres, quoi. Donc on s'est un peu inquiété. Et donc là, j'ai vu plein de médecins du sport, etc. Et ils m'ont dit que c'était le syndrome des loges et ils voulaient m'opérer pour ça. Donc pour eux, c'était c'est pas possible, c'est une vraie errance médicale. Hein. Là, on est complètement dedans, quoi. C'est ça. Donc en fait, mais tout le monde pense bien faire aussi. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, sauf que finalement, j'aurais presque, j'étais vraiment à pas grand-chose de me faire opérer. Les médecins étaient prêts à m'opérer, mais c'était pas ça. Et donc ils ont mis ça là-dessus. Et quand j'ai dit non, je pense pas que c'est ça parce que cette fois j'ai mal au bras aussi. Et après j'avais des migraines et après j'avais des tremblements. Et là, ça commençait à faire beaucoup. Et je sais pas, je pense que pour le médecin, ça faisait trop. Et il a dit directement, non, je pense que c'est le stress, tu sais pas trop ce que tu veux faire dans ta vie. Et donc ça, j'avais 17 ans à cette époque-là, et il m'a dit, à 17 ans, les jeunes, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, le métier, c'est peut-être un peu stressant aussi comme période de vie. Donc, il m'a prescrit. Donc, je suis sortie de ce rendez-vous, j'avais antidépresseurs, anxiolytiques, et il m'avait quand même mis Lamaline et cortisone. Donc, j'étais shootée. Vraiment, j'allais au lycée, je pouvais même pas, j'arrivais à l'infirmerie tous les matins, j'étais couchée, c'était vraiment compliqué. Et je pense qu'il m'a mis ça pour comme ça, je me calmais dans mon coin, je faisais plus rien, je dormais toute la journée, et c'est sûr que j'avais plus mal, mais je faisais rien, quoi. Mais on a un vrai sujet là. Hein. Là, c'est vraiment de l'errance médicale. Il me semble aussi de l'errance médicale parce que tu étais si jeune et que quand on est jeune, on n'est pas malade, quoi. Hein. Donc c'est fou et on l'entend quand même de plus en plus en fait. Je vois sur tous les réseaux, on voit énormément de jeunes qui subissent cette errance médicale. Bon, on te dit que c'est dans ta tête. Je vais quand même te poser une question. Est-ce que du coup, tu crois aussi que c'est dans ta tête ? Comment tu vis ça en fait ? Au début, quand les médecins ont commencé à me dire ça, c'était juste de la colère. Je me suis dit, personne ne me croit. Et au tout début, mes parents, pareil, ils me croyaient, mais ils disaient, mais peut-être que t'abuses un peu, quoi. Donc, on va essayer de ralentir un peu le sport et on verra. Donc là, c'était déjà très compliqué pour moi parce qu'il y avait l'incompréhension du médecin et de la famille. Et ensuite, c'est ça, c'est ce que les gens c'est beaucoup rapporté ça par la famille aussi en plus quoi. En fait, le médecin c'est tellement l'entité qui est supérieure, on se dit le médecin il a toutes les connaissances et quand on arrive en fait dans le monde de la maladie, nous on connaît rien parce que moi quand j'allais chez le médecin, c'était pour faire des certificats médicaux, je veux dire donc je faisais juste ça, je rentrais chez moi, c'était fini. Donc pour nous le médecin on l'avait un peu idolâtré, comme tout le monde et c'est normal parce que c'est le médecin qui a les connaissances. Donc on va vers lui pour avoir un diagnostic et au final on se rend compte que le médecin il a aussi ses propres limites et comme moi j'allais voir le médecin du village quoi et donc il pouvait pas m'apporter les réponses à toutes les solutions et c'est ce qu'on oublie aussi parfois de se dire que le médecin chez lequel on arrive dans un premier temps peut-être c'est pas lui qui aura la solution tout de suite en fait et c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que le chemin il est long mais sauf que malheureusement dans énormément de cas il y a un problème de peut-être que les médecins n'en voient pas assez chez d'autres spécialistes, etc. Et c'est ce qui a fait que moi, sans m'envoyer nulle part, on m'a directement dit, c'est dans ta tête. Et je suis passée d'un mauvais diagnostic au début qui aurait pu peut-être correspondre à juste, il y a un truc qui change de ce qu'on a écrit dans nos livres, donc c'est pas ça, c'est dans ta tête. Au lieu de chercher ailleurs, parce que oui, j'avais beaucoup de symptômes, donc c'est vrai que ça faisait beaucoup douleurs articulaires, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue. Mais est-ce que tu penses maintenant que les choses ont changé parce qu'on connaît beaucoup plus cette maladie de Lyme ou on est encore face à... est-ce que les médecins devraient être avoués qu'ils ne savent pas oui, comme tu dis, d'envoyer plus chez des spécialistes et à la fois un spécialiste va regarder peut-être son truc et ne pas voir la big picture hein, donc et quand est-ce que le verdict est tombé alors? D'abord pour les médecins, je pense que c'est un peu difficile parce que le professeur qui me suit maintenant, il m'a dit en fait Lyme, c'est une maladie tellement compliquée qu'en fait ils ont pas les compétences, ils ont pas les connaissances et c'est pas de leur faute. Sauf que moi ce qui est dur pour nous patients, c'est qu'ils ne l'avouent pas, c'est pas grave on a tous nos limites, je veux dire, et c'est dur de pas l'entendre parce que on pense que c'est nous le problème et en fait à force de tellement dire que c'est de notre faute, on y croit et c'est d'abord une chose qui est très importante, c'est quand on a mal, il faut l'écouter. Si une personne nous dit qu'il a mal ou qu'il est triste ou n'importe quelle, pas forcément sur la maladie, mais même d'autres maladies mentales ou des choses comme ça, tout est à prendre au sérieux. Et quand quelqu'un arrive vers nous pour nous donner donner un problème, c'est qu'il se confie, c'est qu'il y a un problème. Sinon, il ne viendrait pas juste pour passer du temps chez le médecin, quoi. Donc ça, déjà, c'était très important. C'est un super message. Et c'est ça que tu veux faire passer aussi sur les réseaux, j'imagine, parce que c'est quand même, mais donc, c'est ce médecin qui te suit maintenant, qui a enfin dit que tu n'étais pas folle, en fait, en quelque sorte, non? C'est ça. Alors, c'est
un peu compliqué. J'ai d'abord vu une médecin qui m'a diagnostiqué Lyme, donc j'ai fait des analyses en Suisse, parce qu'en fait, mes analyses en France ont été positives, mais on ne l'a jamais su, parce que le laboratoire n'a jamais voulu nous donner les résultats. Donc on s'est battu pour les avoir, et encore aujourd'hui, on n'a eu qu'une partie, et il nous manque toute la partie des co-infections, parce qu'il faut bien se rappeler que Lyme, c'est une bactérie, mais il y a plein de co-infections, il y en a peut-être une dizaine, je ne saurais pas dire exactement le nombre, et ça aussi, les co-infections, ça a traité aussi fort que la maladie de Lyme en elle-même, parce que ça donne autant de symptômes qui peuvent... on va dire, rendre la maladie encore plus dure à vivre, quoi. C'est encore plus de symptômes, etc. Donc, tout est à prendre au sérieux. Et donc, moi, j'avais des co-infections qui étaient positives. J'en avais 4. Et j'avais Lyme aussi positif. Et on a eu qu'une petite partie des résultats. Et ça, comment ça se fait ? Et c'est mystère. Je pense qu'il y a un gros souci là-dessus en France, c'est que cette maladie, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, quand j'arrivais, encore maintenant, quand j'arrive chez un médecin et que, bon, maintenant j'ai mon suivi, donc j'ai plus besoin. Mais encore récemment, quand j'arrivais chez le médecin et que je disais que j'avais Lyme, directement, c'était fermé, tout le monde braqué, c'était dans ma tête, je me plaignais trop, c'était fini, quoi. C'est fou, mais qu'on change, mais comme beaucoup de ces, je vais dire nouvelles maladies, mais elles sont pas nouvelles, quoi. Ouais. Tout ce qui est endométriose, toutes ces maladies, il faut absolument lever les tabous, quoi. Donc vraiment merci sur. Et donc lui a reconnu Lyme. Ouais. Et tu t'es senti comment, en fait ? Ça y est, on me croit, je comprends, parce que pour toi aussi, j'imagine que c'était important de comprendre tout ce qui t'arrivait. Ouais, en fait, c'était important pour moi, je pense, parce que dans mon optique, en fait, j'avais arrêté le sport, mais je reprendrais 2 mois après, en fait, juste après une petite période de repos. Donc c'était important pour moi parce que je me suis dit, j'ai un nom, donc d'abord je sais d'où viennent mes souffrances, je suis pas folle, mais aussi je vais pouvoir reprendre le sport. Donc moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est que directement quand j'ai un petit mieux, je veux directement aller plus loin, quoi. Donc parfois c'est un peu trop malheureusement, mais là c'était vraiment mon but. Et en fait quand j'ai eu le nom Lyme, bon je le savais parce que quand la docteure m'a fait les analyses qui sont parties en Suisse après, elle m'a dit bon bah on sait quoi, mais on va confirmer encore une fois pour le diagnostic. Donc je savais déjà. Et j'avais déjà réfléchi moi-même, je m'étais renseignée aussi, parce que je pense que beaucoup de personnes aussi en errance médicale se renseignent sur les pathologies, et c'est aussi ça que les médecins n'aiment pas, c'est quand on arrive vers eux en donnant un nom. Moi j'ai fait des recherches et ça passe pas trop. Oui, je l'entends chaque fois aussi en fait. Hein, oui. Donc, et finalement, tu étais peut-être même plus... Tu connaissais même mieux ta maladie que... Bon, après, peut-être pas ce professeur qui te suit maintenant. Maintenant, non, mais avant, oui. Certains médecins généralistes ou autres, oui, clairement... Et tu n'as pas, je te demande, dans toute cette errance et tout ça, tu n'as pas eu des moments de déprime, vraiment Je pense que le plus dur, ça a pas été... Donc, parce que ma maladie, en fait, elle s'est vraiment dégradée encore plus tard. Au début, c'était vraiment des douleurs qui étaient handicapantes, mais c'est après où je me suis retrouvée paralysée, les problèmes de cœur, etc. Et quand j'ai été en errance médicale, je pense que c'est vraiment la période que j'ai le moins bien vécue, parce que j'ai vraiment fini par croire que j'étais folle. Et les antidépresseurs, en fait, moi qui voulais pas en prendre, je me dis quand même... et tout le monde, en plus, dans l'idée, enfin dans l'imaginaire des gens, antidépresseurs égale dépression déjà, et dépression à vie, sous-cachée à vie, enfin... Et donc moi, j'avais très peur de ça. Moi, j'étais vraiment... je me suis dit non, jamais. Et au final, j'ai pris, parce que je pensais vraiment que j'étais folle. Et je me suis dit, en fait, peut-être que... J'avais 2 hypothèses dans ma tête. Je me disais, soit tout le monde a mal comme moi, mais moi, je me plains trop. Donc juste, endurcis-toi et avance. C'est trop dur. Ou soit à ton âge, je veux dire, à quoi, 17 ans, ouais, j'étais encore au lycée, ouais. Ou soit je me disais, peut-être que oui, en fait, c'est peut-être une sorte de maladie psychiatrique vraiment bizarre, qu'on connaît pas, parce que pour moi, c'était une maladie psychiatrique, quoi. Je me dis, il y a sûrement d'autres personnes sur Terre qui s'inventent une maladie, et tellement ils se l'inventent, ils ont les symptômes. Et donc, en fait. Mais quand on te voit comme ça, t'es tellement pleine de vie, c'est tellement pas ça en plus. Non, mais c'est ça c'est ça qui m'énervait, c'est que même mes parents, donc quand ça arrivait à ce niveau-là, bien sûr que ils croyaient plus au début, peut-être qu'ils doutaient un peu ils écoutaient plus les médecins, mais très rapidement, ils ont compris que non, quand même, ils me connaissaient et ils savaient à quel point j'aimais le sport, l'école et que jamais de la vie, je voulais tout arrêter. Et ils me croyaient eux aussi. Et on a commencé à dire non, là, c'est plus possible. Enfin, on sait que c'est pas dans ma tête. Sauf que encore maintenant, c'est comme une idée qu'ils m'ont mis en tête de me dire, peut-être que si je suis trop négative, j'arriverai à influencer mes prises de sang en moins bien. Et c'est un travail qui est super dur à faire de déconstruire cette idée-là parce qu'ils me l'ont mis dans la tête et c'est oui, dur. Mais là, maintenant, ce professeur a confirmé que c'était réellement ce problème de Lyme. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui se rajoute en plus, malheureusement. C'est ça. Donc, en fait... Quelle battante. J'ai été donc diagnostiquée de Lyme. Donc, c'était en 2020 et ça a été reconfirmé plusieurs fois. Enfin, le suivi de Lyme qui s'améliorait. Et j'avais encore énormément de symptômes
symptômes. Donc après mon voyage en Allemagne, je pense qu'on évoquera peut-être après. Oui. Et donc après ce voyage en Allemagne, j'allais mieux, je remarchais, etc. Et j'avais encore des problèmes, donc mon bras gauche qui était resté paralysé. Et j'avais d'autres soucis, donc c'était au niveau de la peau, des démangeaisons, des plaques, des douleurs articulaires. Enfin, il restait des symptômes qui m'intriguaient un peu. Et on a repris mon dossier médical avec ma maman un jour comme ça. Enfin, on devait remplir le dossier MDPH, donc on l'a retrouvé. Et c'est là qu'on a retrouvé des comptes rendus. Et on s'est rendu compte en fait que j'avais pas eu des vrais comptes rendus en fait. Quand j'ai eu des hospitalisations en France, on m'a donné des comptes rendus à envoyer en Allemagne à ma docteure qui disait que tout allait bien, que le problème était vraiment que psychologique. Donc c'était des comptes rendus en neurologie. Et on avait refait toutes les analyses qu'on m'avait faites quand j'étais hospitalisée en rhumatologie. Et donc j'avais tout tout plein d'anticorps qui étaient positifs. Et quand on m'avait donné à moi le compte rendu, on m'avait dit non, c'est bon, rentre chez toi. Et la neurologue, ça m'avait vraiment blessée parce qu'en rentrant de cette hospitalisation, j'ai eu du temps avant de me remettre, tellement ça m'avait fait mal. Elle s'était assise sur le lit près de moi à l'hôpital. Et elle m'avait juste dit, tu sais, il va falloir installer petit bambou, apprendre à respirer. Et en gros, rentre chez toi, c'est fini. Mais ça, ce sont des erreurs médicales, là. Ouais. En France, là. C'était en France, ça, ouais. Mais c'est fou, quoi. C'est après ça, en fait, donc quand on a eu tous ces résultats, que je me suis dit, il y a un problème. Et j'ai pris rendez-vous donc chez un professeur, donc celui qui me suit maintenant. Oui. C'est le professeur Humbert, qui est vraiment, je pense que c'est un peu un ange gardien pour moi. Et donc c'est lui qui m'a diagnostiqué, il m'a repris pour la maladie de Lyme, etc. Il m'a envoyé faire des tas d'examens. Et on a compris exactement tout le déroulement de ma maladie depuis mon enfance. Et malheureusement, il m'a diagnostiqué la maladie de Crohn avec. Donc c'était un peu... Et que personne n'avait repéré avant non plus. Et justement, c'est là qu'il y a le gros problème, c'est que tous les anticorps et toutes les prises de sang que j'ai pu faire à l'hôpital depuis 2019, tout était déjà positif. Et on m'a rien fait de tout ça. Et on m'a dit de rentrer chez moi et c'était fini. Et parce que peut-être que j'avais des symptômes qui correspondaient pas exactement sur le moment, mais quand même, il y avait tous les marqueurs. C'est vraiment errance et erreur, quoi. Il y a les deux. Il y a vraiment les deux. En fait, c'est la même racine, mais c'est... Waouh, Jeanne. Bon, après, c'est vrai que le podcast n'est pas, on ne voit pas tes vidéos, mais c'était très, très, très marquant sur Instagram de voir à quel point tu étais paralysée. Ouais. Donc ça, c'est arrivé quand? Donc totalement paralysée. Ouais. J'étais paralysée des jambes et du bras gauche. Et j'ai même eu le visage, la partie gauche du visage qui était paralysée aussi. Et donc là, ça devient alarmant. Là, c'est ça, c'était vraiment très grave et très urgent. Fallait se traiter maintenant ou j'étais plus là 2 mois plus tard, quoi. On le savait tous, on savait très bien que 2 mois plus tard, j'étais plus là, quoi. Attends, donc à ce moment-là, quand même, le diagnostic avait déjà été posé. Il était posé, oui, c'est ça. Donc il fallait faire quoi, en fait, à ce moment-là? Et en fait, j'avais reçu 1 mois d'un antibiotique, c'est la doxycycline. J'ai reçu 1 mois de ça. Ça m'a rien fait, ni bien ni mal, hein, mais ça m'a rien fait. Et c'est un antibiotique qui traite Lyme, en fait, alors. Ouais, qu'on donne à la première phase de Lyme, en fait, quand on vient de se faire piquer. Et ça marche très bien d'habitude, mais moi, j'étais malheureusement trop atteinte après ça. Et donc là, on a commencé à dire non, c'est urgent. On avait vu une autre médecin qui n'a pas réussi non plus à me traiter pour Lyme, malheureusement. J'ai tout fait, thérapie naturelle, j'ai tout essayé. Ouais. Et oui, j'imagine que tu as eu 1000 conseils. Oui. Est-ce que tu as essayé l'acupuncture, la médecine chinoise? Pas facile, même des fois. Il faut pas s'énerver, mais c'est. Et donc, on a décidé en fait, on a eu plusieurs contacts. J'avais vu en fait, je me suis beaucoup renseignée et je suis tombée sur une clinique en Allemagne et je me suis dit faut partir là parce que j'ai vu une fille qui est néerlandaise et elle va mieux en fait. Elle était paralysée en fait comme moi des jambes et je l'ai vue remarcher et je me suis dit il faut tester. Mais donc ça n'existait pas en France, en fait. Il n'y avait pas moyen de se faire soigner en France. En France, on avait eu des contacts de centres de référence et de médecins qui traitaient Lyme. Sauf que les médecins qui traitaient Lyme ne prenaient pas avant 2 ans, 1 an. Donc c'était trop tard, quoi. Et pour ce qui était des centres, les associations nous ont tous dit non, c'est centre de référence. Mais non, va pas. C'est pas une bonne idée, ça va pas. Donc on a décidé de partir, mais on a dû, en fait, à la fois beaucoup réfléchir et à la fois pas du tout. C'est que mes parents, ils ont dit la santé n'a pas de prix parce que c'était une clinique privée, donc sachant que c'est dans un autre pays, c'était pas remboursé et c'était très cher et on le savait, mais mes parents ne sont pas trop posés de questions. Ils ont dit s'il faut faire n'importe quel moyen, on ira, on le fait. Et finalement, j'ai eu l'idée quand même, parce que j'étais vraiment plus très lucide à cette époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que je passais ma journée sur le canapé, c'est tout ce que je pouvais faire. J'étais même plus capable de descendre, monter les escaliers plus de 2 fois dans la journée. Enfin, c'était vraiment trop pour moi. Et donc, en fait, j'arrivais même plus à parler, suivre une conversation. Ah oui, donc en fait, ça attaquait même le cerveau. C'est ça, c'était vraiment, en fait, c'est ce qu'on appelle une neuroborréliose. Donc, c'est quand Lyme atteint le cerveau, en fait. Donc, les nerfs, tout. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et même par la suite, donc, j'ai dû réapprendre à marcher, à écrire et à lire, parce que j'arrivais plus. Ouais. Et donc, vous avez fait une cagnotte pour partir alors? Oui, c'est ça que tu voulais dire. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai quand même eu un petit
moment de lucidité et je me suis dit on va faire une cagnotte parce que moi en fait j'étais stressée aussi pour mes parents. Je me suis dit c'est hors de question que en fait ce qui était dur pour moi c'est que je me sentais comme un poids et mes parents me l'ont jamais fait ressentir et m'ont toujours dit non, enfin c'est pas du tout le cas, mais j'étais vraiment pour moi juste un poids en fait pour la famille, pour tout ce que j'apportais en mal malheureusement. Avec tout ce que tu avais déjà vécu voilà, ça avant, fait beaucoup, quoi, c'est ce qu'on accumule et je me dis purée là encore une fois il y aura une question d'argent cette fois, j'ai pas envie de leur gâcher leur vie s'il y a un problème d'argent, enfin c'est toute une question et mes parents ils m'ont beaucoup rassurée, mais c'est des idées qui restent en tête et quand on est bloqué sur un truc malheureusement c'est souvent dans le mauvais et moi je pensais quand même à ça et je me suis dit on va faire une cagnotte, pourquoi pas. Mon papa il voulait pas trop au début, enfin il avait plus un peu de réticence et je lui ai dit mais c'est pas grave, même si on a 100 euros on a 100 euros, je veux dire ça payera peut-être le transport, j'en sais rien, et donc on est parti là-dessus et finalement ça a très très bien marché. Il y a eu beaucoup d'écho sur les réseaux sociaux, sur même donc ça t'as fait ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout ça. On a lancé sur Facebook, ma maman a lancé sur Facebook qui est plus elle est plus sur Facebook et moi donc sur Instagram, et après on a eu les journaux, enfin des journalistes sont venus avant mon départ et il y a eu vraiment une grosse ampleur et donc on a réussi à récolter l'argent nécessaire pour la première hospitalisation qui aurait dû durer 3 semaines. Et finalement, ça a duré 5 semaines, donc on a rallongé, enfin voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime pas me plaindre, et en fait, c'est resté du fait des médecins qui me croyaient pas, c'est que j'osais pas dire tous mes symptômes. Et quand on a eu le rendez-vous avec la médecin en Allemagne, j'ai pas osé tout dire pour pas qu'elle me prenne pour une folle. Et donc quand on est arrivé là-bas, elle m'a dit, mais Jeanne, ton état, c'est 3 semaines, ça suffira jamais. Bon, il parlait pas français, hein, mais on a traduit. Et elle m'a dit, non, il faut rester au moins 5 semaines et on verra, quoi. Donc on a dû rester plus, ce qui n'était pas prévu. Donc une énorme organisation au niveau du travail de mes parents. Enfin, c'était très compliqué. Et toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Alors, t'avais pas encore commencé tes études. T'as dû arrêter. C'est ça, j'ai dû arrêter. En fait, j'ai eu mon bac. D'ailleurs, j'ai passé une année à l'hôpital, etc. Et j'ai quand même réussi à avoir mon bac mention très bien. Donc j'étais contente, j'étais un peu fière quand même. Et ensuite, j'ai commencé avec cette paralysie qui commençait, quoi. Carrément. C'est ça, j'avais des gros tremblements, des problèmes de concentration. Oh, Jeanne, quoi. J'étais à l'hôpital, je me souviens, j'avais mes cours. J'étais encore dedans et ça me faisait du bien de m'accrocher à autre chose que la maladie aussi, c'était important je pense. Ouais, ça m'a aussi aidé. Ouais, mais c'est dur en pleine construction avec les amis isolés. Ouais. Je fais un petit coq à l'âne. Comment est-ce que tu as vécu ça avec tous tes amis qui sortaient c'était quand même vraiment dur, quoi. En fait, ce qui était dur, c'était plus le après, en fait, parce que la maladie, au début, tout le monde, oh, ma pauvre, je vais te prendre les devoirs, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Et quand la maladie dure longtemps, il y a plus personne du tout. On perd énormément d'amis, et moi, je pensais, jusqu'à récemment, que c'était juste un problème de maturité. Je me suis dit, ils connaissent pas la maladie, on va pas leur en vouloir. Et j'en ai discuté aussi avec mon grand-père qui a eu une leucémie et qui s'en est sorti d'ailleurs. Et il m'a dit, moi j'ai 70 ans et j'ai le même problème, quoi. Donc en fait, c'est pas une question de maturité, c'est quand c'est long, les gens. Je pense que quand c'est chronique, en fait, les gens se fatiguent un peu. C'est ça. Et pourtant, je me plaignais pas, mais pour eux, ils avaient plus envie, j'étais plus intéressante, j'étais plus Jeanne qui fait du sport, qui rigole, donc c'est plus pareil, quoi. Et t'as vu les meilleurs qui restaient? C'est ça, c'est le plus important d'ailleurs. Tu peux les compter sur les doigts d'une main, évidemment. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est plus sur eux qu'il faut se concentrer. Et malheureusement, souvent, quand on est déçu, on se concentre plus sur les autres. Mais il faut penser vraiment à ceux qui restent et ceux qui sont là pour nous quand même. Parce que ça nous aide. De super messages, Jeanne, quoi. Et puis il y a un amoureux qui débarque dans l'histoire. En plus, vous vous êtes rencontrés quand? Eh ben, on s'est rencontrés à la rentrée en septembre là, parce que donc oui, j'avais commencé un DUT en gestion. Donc je suis tombée malade, j'ai dû arrêter à cause de la paralysie, etc. Je suis partie en Allemagne et donc oui, on va juste peut-être parler des premiers pas en Allemagne parce que là c'est quand même donc en fait il y a quand même un truc qui me sidère, c'est que les Français ou peut-être les Belges ou j'en sais rien n'avaient pas ce traitement qui était disponible pour toi. Ils pourraient l'avoir, mais ils ne le font pas en tout cas, parce qu'en fait en Allemagne j'ai eu une antibiothérapie par intraveineuse, donc des perfusions tous les jours. J'étais perfusée à peu près 4 heures par jour. J'avais de l'oxygénothérapie, enfin ils me mettaient un masque et ça me régénérait, etc. Enfin tout un protocole aussi naturel à côté des antibiotiques. Ils faisaient aussi de l'hyperthermie, de l'ozonothérapie, donc en fait ils nous enlèvent du sang, mettent de l'ozone, remettent notre sang pour le détoxifier. C'est vraiment purement pour Lyme, quoi. C'est ça. Et en fait pour l'instant ils traitent vraiment Lyme et ils se mettent un peu sur le Covid long parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est les mêmes principes et donc ils traitent ça, mais ils nous ont toujours dit depuis le début, il faut être, ils nous ont fait les analyses, donc on savait que c'était Lyme, mais ils traitaient rien d'autre. Je veux dire, pour les autres pathologies, moi ils m'ont dit depuis le début, on traite Lyme, quoi. Donc je suis partie pour ça. Et donc j'ai commencé, donc c'était en mars, j'ai commencé là-bas mon hospitalisation, donc j'étais très stressée. Je suis arrivée avec ma maman donc c'est à Augsbourg, une ville en Allemagne. On est arrivé, donc c'est mon papa qui nous a amenés, il a dû rentrer pour le travail directement lui. Et on est arrivé le lundi.
vraiment très stressée, hein, parce que j'avais tellement l'habitude qu'on ne croit pas que c'était compliqué. Et en fait, on a ouvert la porte et tout le monde nous attendait. Ils disaient « Ah, Mrs. Salvi !» Enfin, tout le monde me connaissait déjà. Oh. Et on a ouvert la porte, on s'est dit « Purée !» Ça fait du bien, quoi. C'est génial. Et on a eu le rendez-vous directement avec la médecin avant de commencer. Mais c'était en fait toutes des personnes comme toi qui avaient quand même un Lyme chronique qui était là. C'est ça. C'est génial de se sentir accueilli comme ça, non? Ouais, c'était vraiment bien. Et la médecin directement était très à l'écoute. Et même par rapport aux co-infections que j'avais, elle m'a listé des symptômes que j'avais et que j'ai jamais osé dire. Parce qu'il faut savoir aussi que Lyme, ça agit tout sur le côté psychologique. Donc j'avais des crises de dépersonnalisation. Et en fait, c'était comme si j'étais derrière une vitre, en fait. Et ça, j'ai jamais osé le dire, enfin, pendant certains moments. Et ça, j'avais jamais osé le dire parce que je me disais, c'est bon, je suis folle, quoi. Donc, je veux dire, ça, je gardais pour moi. Et quand elle me l'a dit, je me suis dit, purée. Déjà, de un, je me suis dit, purée, bon, c'est. T'arrivais à nommer ces symptômes ou pas? Pas du tout. En fait, quand elle me l'a dit, je me suis juste dit, purée, oui, c'est ça, en fait. C'est ça, je suis pas folle, je suis pas dépressive. Non, c'est juste ça. Et c'est pas ma faute. Et ça, c'était important. Et je pense aussi le fait de me dire que je pouvais, si on savait ce que c'était le fait de savoir aussi, on peut le traiter, en fait. Et je me suis dit, purée, ça me donne vraiment de l'espoir parce que au-delà de la paralysie dont je souffrais sur le moment, j'avais tous ces symptômes-là qui étaient encore inconnus et je me suis dit en fait je vais pouvoir avoir une vie normale, quoi. Je suis juste pas folle et je vais pouvoir revivre, quoi. Donc t'as perdu un peu espoir à un moment donné quand t'étais vraiment tout à fait paralysée, ou tu as toujours Non, pas à ce moment-là. C'était plus tard que j'ai un peu perdu espoir quand on trouvait plus de solution pour mon bras parce qu'il y a eu des problèmes. Là oui, mais sinon non, j'ai toujours su que j'allais m'en sortir et en fait je me suis dit je vais pas. Ma vie, elle est pas finie maintenant, quoi. Et j'ai tellement envie de m'en sortir, je me suis dit, c'est bon, on a trouvé l'Allemagne, ça va m'aider. Et je me suis dit, en fait, tout se déroule tellement bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti en Allemagne, en plein confinement, enfin, c'était très compliqué. Il fallait plein d'attestations. C'était un bazar monstre. Oui, parce que tu n'étais pas censée quitter chez toi. Non, on n'avait pas le droit de quitter. Puis le pays, encore moins. C'était très compliqué. Ouais. Trouver un logement, parce que ma maman ne pouvait pas loger. Enfin, c'était compliqué. Et tout s'est bien déroulé. Je me suis arrivée là. Enfin, je suis arrivée là-bas. J'ai vu la médecin et je dis c'est bon, quoi. Ça va aller. J'ai même pas eu de doute. Je me suis dit dans ma tête, j'étais un peu trop optimiste. Je me suis dit 3 semaines d'hospitalisation à la base. 3 semaines, je suis à l'école, moi. C'était fini. Ça s'est pas passé comme ça, mais je pense que même si ça m'a fait du mal à chaque fois de devoir un peu retarder l'échéance, de croire à chaque fois que ça allait arriver bientôt, je pense que ça m'a aidé. C'est ce que j'allais te demander. C'est pas du déni, en fait, c'est de l'optimisme. Peut-être que c'est un peu une part de déni à ce moment-là, mais je pense que le cerveau, il fait de son mieux pour survivre dans ces conditions et c'est pas grave, quoi. Même si c'était un peu de déni, si c'est ce qui m'a aidé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois, c'est des stratégies utiles, où je dirais presque des petits rêves comme ça, que c'est extraordinaire, Jeanne. Et donc, tes premiers pas sont arrivés après, alors moi, je mettrai tes vidéos, évidemment, sur la page du site. Mais c'est dingue, quoi. Et on te voit toujours avec ce sourire. Ouais. C'est incroyable, quoi. Mais petit pas par petit pas, quoi. Hein. C'est vraiment. Et après combien de jours d'antibiotiques t'as réussi à te lever? On va dire environ 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est fou. Et en fait, c'est vrai qu'on voit toujours avec le sourire sur les vidéos, mais c'est juste que encore maintenant, c'est juste le fait de dire purée, j'ai la chance, quoi. J'ai de la chance, en fait. Et je me suis donné les moyens, bien sûr, mais j'ai quand même une part de chance là-dedans de pouvoir s'en sortir, de trouver les bons traitements. Et je me suis dit, purée, c'est magique, quoi. Donc, en fait, c'était trop génial pour moi qui était en fauteuil roulant tout le temps, de pouvoir me mettre debout. En fait, je m'en demandais pas trop. Juste me mettre debout 2 secondes, ça me suffit. Mais Jeanne, ça c'est toi qui est comme ça, tu vois. Tu aurais pu être complètement abattue. Il y avait quand même, tu as une force, un élan vital qui est quand même extrêmement fort. Ouais. Et on voit, oui, parce que j'ai l'impression que quelque part tout était bonus pour toi, en fait. C'est ça, oui. C'est ça. C'était juste, j'accueillais tout le bon, quoi. Enfin, moi, j'étais contente. Et même s'il y a eu des fois des moins bons, parce qu'en fait, le traitement, quand on traite Lyme, les bactéries, elles libèrent beaucoup de toxines et on a des symptômes qui reviennent ou qui s'accentuent. Parfois, pas tout le monde. Et ça dure à peu près 3 semaines. Évidemment, moi, ça a duré plus d'1 mois. Sinon, c'est pas drôle. Et j'ai eu des très gros problèmes. Et j'ai eu des énormes crises d'épilepsie. Donc, les premières fois, c'était tellement intense que les 3 médecins de la clinique étaient près de moi. Enfin, c'était très compliqué. Ça a alarmé tout le monde. Et il y a eu des grosses séquelles au niveau de mon cerveau, justement, par rapport à l'écriture, lire, etc. Enfin, c'est tout ça qui a été compliqué. Mais même ces moments négatifs-là, après la crise, on va dire, quand je redevenais lucide, j'étais bon, allez, on va faire du physio, on va chez le physio, on y va, quoi, c'est maintenant. Et là, maintenant, t'as plus de Lyme, en fait. Quasiment, non. Ça veut dire que la maladie est totalement traitée. Donc, les antibiotiques qui t'ont donné,
des doses de cheval, ça a éradiqué la maladie. C'est ça, mais ça l'a éradiqué. Donc j'ai été hospitalisée en 2020 et c'est seulement là, à la fin de ma cure d'antibiotiques, parce que j'ai encore fait des cures pour mon bras par la suite, qu'on a su, donc là, on va dire, septembre 2022, que j'ai plus Lyme, ça y est, au bout de 2 ans, quand même. Oh, c'est fou. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire, à toutes ces personnes qui sont dans une errance médicale, de s'écouter, j'imagine déjà, mais ouais, par rapport à l'intuition, en fait. En fait, c'est à la fois de s'écouter et de pas s'écouter. C'est vraiment paradoxal, mais moi, personnellement, je me suis pas écoutée, j'étais là, quoi. J'étais là et j'ai pas pensé au lendemain, j'ai pas pensé à ma douleur sur le moment, j'en avais tellement que si je pensais à tout, vraiment là, oui, j'aurais été au fond du trou. Mais juste, j'ai pas trop pensé à ça. Mais par contre, j'ai quand même pensé au fait oui, il y a un problème, cette fois, faut traiter. Et pas écouter les médecins, les personnes qui nous disent, il faut se bouger, allez, va faire du vélo. Moi, on me disait ça des fois. Faut faire du vélo d'appartement, ouais. Comment je monte sur le vélo? Est-ce que t'avais une intuition qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas depuis, une intuition profonde ouais, je pense. En fait, au début, j'avais vraiment cette intuition. Quand j'ai fait mes recherches, je savais que c'était Lyme. Au début, vraiment, je me suis dit à un certain temps, je me suis dit bon, c'est bon, moi, je sais que c'est ça cette fois. Faut juste trouver comment je vais parvenir à prouver que c'est ça, parce que voilà, mais je le sais. Enfin, c'est comme ça, je le sais. Et par la suite, pareil, quand Lyme commençait à aller mieux, que je remarchais, j'ai commencé à courir, etc. J'ai dit, j'ai encore des problèmes, c'est bizarre. Et là, cette fois, je me suis dit, mais je pense que c'est un problème de maladie auto-immune. Je suis pas médecin, je connais rien. Mais j'ai vu des anticorps sur une prise de sang. J'ai dit, anticorps, pour moi, c'était maladie auto-immune. J'ai dit, il faut que je cherche ça. Et c'était ça. Et c'était Crohn, quoi. Et donc, t'avais presque découvert. Ça aussi, c'est une maladie quand même assez compliquée, non? C'est compliqué, ouais. Tout le monde, est-ce que tous les médecins la connaissent bien? Ça reste difficile à diagnostiquer ou pas? Alors moi, j'ai pas eu de problème parce que justement, le professeur qui me suit, donc professeur Imbert, est très à l'écoute et j'ai eu aucun problème parce que j'ai pas eu... là, cette fois, j'ai pas connu l'errance, j'ai pas connu les doutes des médecins sur moi, donc en fait, ça m'a fait du bien. Et en fait, quand je lui donne des symptômes qui sont peut-être pas de Crohn directement, il va faire des recherches. Est-ce que Crohn peut être associé à autre chose? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est bien géré, en fait. Par contre, au quotidien, c'est très dur à vivre avec la fac, etc. C'est compliqué, mais... Il y a une corrélation entre les deux? Est-ce que Lyme aurait provoqué ou... Ouais, en fait, comment on peut expliquer? On a repris vraiment avec mon carnet de santé tout depuis le début. Ouais. Et en fait, au final, tout est clair, tout est facile. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est d'avoir passé autant de temps à rien comprendre de ce qui se passait et d'avoir un compte-rendu qui m'a envoyé, que j'ai pu lire à ma famille, et ça m'a fait du bien. Et pour eux aussi, en fait, de savoir qu'ils comprenaient enfin ce qui se passait. Et en fait, c'est si simple. C'est logique. En fait, mais c'est des personnes comme toi qui font bouger les choses. Aujourd'hui, grâce à ces réseaux, grâce à... j'imagine que tu en as parlé à tous les médecins, que tu as vus. Mais oui. En fait, je sais pas trop comment dire, mais malheureusement, les médecins, quand ils voient mon cas, je sais que j'ai un médecin qui a changé d'avis sur mon cas quand il m'a vu, il m'a suivi au final, alors que vraiment, on m'a envoyé chez le psychiatre, etc. Et au final, il a compris. Parce que il a vu que je voulais reprendre mes études, que j'allais mieux, que j'étais pas du tout quelqu'un qui était en dépression ou quoi. Et là, j'ai prouvé à un médecin au moins. Et je me suis dit, c'est déjà une bonne victoire. Et j'ai mes cardiologues qui me suivent maintenant. Donc, il y a 2 cardiologues qui me suivent, qui ont été d'accord sur le fait que mes péricardites que j'ai faites venaient de Lyme. Et alors qu'au début, pas du tout. Pour eux, c'était non, mais Lyme, c'est rien, c'est pas possible que ça donne ça. Et je me suis dit, purée. C'est déjà super pour les prochains, quoi. Mais c'est pas moi, en fait. C'est vraiment pas pour moi, parce que moi, je sais que dans tous les cas, même s'ils pensent que c'est pas Lyme, je vais trouver le moyen de m'en sortir. Mais c'est pour les suivants, en fait. Je me dis, personne ne doit vivre ça, c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Et c'est vraiment ça que tu as envie de faire passer à travers les réseaux, vraiment informer, quoi. En fait, au tout début, j'avais pas cette conception-là. En fait, on a partagé juste pour donner des nouvelles, par respect, en fait, pour les personnes qui m'ont aidé à partir en Allemagne. Ah oui, on s'est dit c'est ça. On s'est dit avec ma maman, en fait, il faut qu'ils comprennent aussi ce qui s'est passé. Et donc, on a fait ça. Et ensuite, les premières vidéos, donc ça a touché du monde et même ma famille, qui me voyaient en fauteuil roulant, mais ils pensaient pas que je marchais plus. Certains, les un peu plus éloignés de ma famille, on va dire, ils mettaient ton son, mettaient ça, ils disaient, ah oui, on t'a vu en fauteuil, t'étais à côté de nous, mais pour nous, t'étais fatigué. C'est pas que tu savais plus marcher. Et en fait, ça a fait ouvrir les yeux déjà à ma famille, ça m'a fait du bien.
Et il y a d'autres personnes après qui se sont reconnues en mon parcours et ça m'a vraiment fait du bien. Donc, et par la suite, pas mal de gens qui ont Lyme, évidemment. Ouais, oui. Donc tu as pu les aider, tu as pu expliquer, ou des gens qui n'étaient pas diagnostiqués. C'est exactement ça. Mais donc tu vois, c'est quand même la magie des réseaux sociaux pour ça. Je trouve ça extraordinaire. Il y a des gens qui sont partis en Allemagne aussi, que j'ai pu donner des coordonnées, d'autres que je connaissais des médecins en France, parce que par la suite on fait des contacts, surtout que je suis dans l'association France Lyme, donc au fur et à mesure, on connaît plus de choses et j'ai pu indiquer des gens. Après, bien sûr, je suis pas médecin, donc moi, j'ai aucune connaissance. Juste, je peux orienter vers d'autres personnes et c'est déjà énorme. Ou juste donner de l'espoir, en fait. Et par la suite, c'est ce que j'ai compris, c'est que j'avais un rôle à jouer, en fait, juste avec ma personnalité. C'est ce que je trouve un peu fou, c'est de dire que je peux aider quelqu'un, quoi. Et ça me fait du bien. Évidemment, mais attends, on te voit et c'est pour ça que je t'ai demandé tu sais, ce podcast, a priori, c'est un peu plus sur des personnes qui ont le cancer, mais je me suis dit, Jeanne, on en parlait off micro avant de commencer. Les meilleurs prescripteurs d'espoir sont les patients. Et donc, en te voyant, on ne peut... C'est de l'espoir à haute dose, quoi, que tu nous injectes. Et donc, Crohn, un petit mot sur Crohn. Donc, comment est-ce qu'on traite Crohn? Comment est-ce que tu vis avec Crohn? Est-ce que donc c'est une maladie chronique, hein? C'est ça, j'ai à vie, enfin voilà. Et en fait, on a fait le déroulement justement avec ce professeur dans ce fameux compte rendu qui m'a totalement éclairée. Et j'ai vraiment une différence de avant ce compte rendu et après, c'est ce qui est assez impressionnant. C'est que j'ai compris. Donc au final, en fait, dès mon enfance, on a remarqué que j'avais une intolérance au lait qui s'est finalement transformée par la suite en plusieurs intolérances et finalement en maladie de Crohn qu'on n'a jamais compris. Mais j'avais tous les signes déjà dans mon enfance. Et ça, c'est ce qu'on a vu sur mon carnet de santé. Et en fait, c'est cette maladie de Crohn que on va dire que je le gérais, parce que pour moi, c'était normal. T'avais tout le temps mal au ventre. Ouais, c'est ça, mais pour moi, c'était pas non plus aussi fort que maintenant. Donc bon, c'est la vie, quoi. Enfin, on vit avec. Ouais. Et en fait, ça m'a tellement affaibli. L'enfant est résilient, hein. L'enfant est tellement résilient, quoi. Mais... C'est ça. Ouais. Ça m'a affaibli, en fait, et mon système immunitaire, donc j'étais plus capable de vaincre Lyme comme il le faisait pendant cette petite période où ça s'est un peu endormi, on met des gros guillemets, mais on va dire endormi. Ouais. Et là, il m'a flambé, en fait, parce que j'étais trop faible. Je pouvais donc pas me battre contre parce que mon système immunitaire à plat, plein de carences, etc. Tout est lié, quoi. Exactement. Et en fait, on a compris par la suite, parce que j'ai eu énormément de problèmes. C'est ce qui est assez fou, en fait, dans mon parcours, c'est que tous les pires choses de Lyme, je les ai eues, en fait. Et donc, j'ai eu une inflammation au niveau du cœur, en fait. Et l'inflammation étant, on va dire, en corrélation, on va dire, avec une inflammation qui s'est mise dans ma moelle épinière, en fait. Et c'est pour ça que ma paralysie du bras qui allait mieux, du jour au lendemain, quand j'ai eu mes problèmes de cœur, il s'est reparalysé en étant très spastique, enfin très raide. Et on n'a jamais compris. Et donc, j'ai passé 1 an à avoir le bras gauche paralysé sans aucune solution, parce qu'on m'avait fait des IRM cérébrales, donc j'en ai fait au moins 2 ou 3, qui étaient totalement normaux. Enfin, je veux dire, j'avais plus de crise d'épilepsie, plus rien, donc ils étaient totalement normaux, aucune séquelle, donc déjà, Dieu merci pour ça, pas de séquelles. Et je sortais de là, nickel, et aucune solution pour le bras, sauf on m'a dit une fois anxiolytique pour me détendre. Bon, tout ce que j'ai eu. C'est ça, en fait, j'ai eu le droit à une 2e dose, je pense que j'avais pas assez compris ce premier coup, et donc j'ai passé par plein d'étapes, jusqu'au moment où 3 médecins, donc différents et pas au même moment, m'ont dit ça reviendra pas, cette fois, faut vivre avec. Et donc là, ça a été compliqué. Donc au début, très en colère. Puis au final, en fait, c'est là où ma famille a été triste pour le coup. Et c'était pas moi, mais c'était ma famille. C'est que j'ai accepté, en fait. J'ai tout replanifié ma vie. J'ai passé des nuits blanches. Hein, clairement, j'ai passé des nuits vraiment, je pense, en crise d'angoisse tellement j'étais pas bien. J'ai paniqué même de pas comprendre comment j'allais pouvoir m'en sortir, trouver une solution à mon avenir, etc. Et puis au bout d'un moment, le cheminement inconscient, hein, je me suis réveillée un matin où je sais pas quand, et je me suis dit c'est bon, je vais vivre avec, c'est pas grave, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire, mais avec qu'un bras, c'est possible, quoi, c'est pas grave. Et donc j'ai fait ma vie comme ça, ouais, donc j'ai accepté pendant un moment. Et puis après, j'ai dit non, quand même. C'est pas possible. Je suis revenue dessus et j'ai dit non. Il y a forcément une solution, on reste pas avec un bras paralysé comme ça, quoi. Et là, il va beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Et donc tous les jours, il progresse, quoi. C'est ça. Donc en fait, on a le professeur professeur Imbert m'a envoyé chez un professeur à Lyon, donc en professeur en neurologie. Et donc il m'a installé un PICC line, donc j'ai dû passer au bloc opératoire, évidemment. Tas de complications, sinon c'est pas drôle. Je vois bien. Moi, j'avais aussi le PICC line pour la. Mais que tu l'as encore maintenant. J'ai encore, ouais, je l'ai encore là. Et justement, donc, je vais savoir fin décembre si je peux l'enlever. Pas de douche, pas de rien de tout ça. C'est quasiment bon, hein. Bon, j'ai quand même fait du parapente. Ouais, mais pas de piscine, rien du tout. Non, quand même. Mais bon,
je fais quand même... Et tu dois aller le faire des pansements, nettoyer toutes les semaines. Hein. C'est ça. Donc en fait, j'ai commencé septembre à rentrer avec des infirmières tous les soirs pour les perfusions que j'avais encore, la fac, tout le centre de rééducation, parce qu'en fait, j'ai passé un été entier au centre de rééducation tous les jours. Et là, maintenant encore, j'y suis tout le vendredi depuis septembre. On a ralenti le rythme parce que j'ai demandé au médecin de ralentir pour que je puisse aller en cours, parce que c'était important pour moi de reprendre vraiment cette fois la fac. Et donc, j'y suis encore tous les vendredis. Donc, il fallait gérer fac, rééduc, perfusion, symptômes, Et perfusion, c'est encore maintenant J'ai fini ma dernière cure très récemment, il y a même pas un mois. Et normalement, c'est la dernière, mais suspense. Et c'est quoi, enfin, pas simplement parce que je suis très curieuse, mais c'est quoi comme médicament, en fait, pour Crohn? Alors, d'abord, c'était pour la cure, en fait, d'abord, c'était la cortisone pour enlever l'inflammation dans la moelle épinière. Ah oui. Puis antibiotique encore parce qu'il restait du Lyme pour retrouver mon bras paralysé. Donc ça fonctionne très bien. Et ensuite, j'ai continué la cortisone pour Crohn. Et maintenant, je dois commencer dimanche d'ailleurs. Donc c'est un peu un petit stress. Et donc ça me fait du bien aussi d'être le week-end à Paris, quoi. C'est ça. Ça fait du bien de penser à autre chose quand même avant. Ouais. Et je commence dès dimanche des injections d'immunosuppresseurs. Cette fois que Lyme n'est plus là, je peux commencer ça. Ouais. Et c'est pour essayer d'éradiquer ce problème-là qui est quand même assez important pour moi en ce moment. Et aussi essayer d'éradiquer mes problèmes de cœur, car on pense aussi que c'est d'origine auto-immune. Et Crohn, il y a un régime alimentaire très précis. Parce que c'est vrai qu'on entend, il y a aussi bien des personnes avec une stomie, des personnes à qui on enlève une partie de l'intestin. Toi, il y a pas tout ça. Non. C'est simplement qu'il faut faire quoi? En fait, clairement. En fait, si tu peux définir Crohn, c'est une maladie des intestins. Ouais, on va dire. C'est une inflammation au niveau des intestins. Et en fait, ce qui est compliqué dans le quotidien, donc ça dépend, il y a plusieurs stades évidemment. Oui. Dans mon quotidien, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire attention à ce que je mange et toujours penser à tout en fait. Quand on part quelque part, c'est est-ce qu'il y aura des toilettes, est-ce que je pourrai aller aux toilettes si jamais, est-ce que si, en fait, c'est à toujours prévoir quoi. Mais donc c'est des diarrhées, des trucs. En fait, c'est évident, quoi. Ouais, c'est ça. Et suivant ce que je mange, faut faire attention. Donc je mange pas de lait, pas de gluten déjà. Oui. Ça, sinon c'est compliqué. Et en fait, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, mais pénible quand même parce que c'est un manque de liberté, quoi. C'est ça. En fait, maintenant que je vais mieux et que je peux à nouveau courir, je peux à nouveau bouger mon bras quasiment normalement, on va dire, même s'il reste des petits progrès à faire. J'ai juste envie de rattraper le temps perdu. Et en fait, c'est des choses qui nous freinent comme ça. Et c'est un peu dur parce que j'ai déjà été assez privée et je veux faire ce que je veux, quoi. Donc, des fois, je suis je fais un peu la rebelle. Je prends pas mes médicaments, je mange un peu n'importe quoi. Louis tire une tête. Non, mais écoute, un peu de liberté aussi, non? C'est je ça. Sais pas. Donc peut-être ça te donne un espèce de contrôle aussi. Merde, je vais pas être complètement contrôlée par. Exactement. Et même si je pense que j'effraie tout le monde en faisant ça, parce que malheureusement au niveau de mon cœur, quand je prends pas mes médicaments, c'est catastrophe. Au niveau de Crohn, je le paye, mais je le gère. Je veux dire, c'est bien fait pour moi, j'ai envie de dire. Mais au niveau du cœur, c'est quand même, il faut faire plus attention. Et c'est quand même une bonne chose, je pense. Même si tout le monde me dit le contraire, moi je pense que c'est bien parce que je me dis. Au moins, je me laisse pas faire, quoi. Je veux dire, la maladie, elle a pas le dessus sur tout. Et c'est bon, j'ai déjà été assez contrainte de me reposer. Et justement, c'est ce qui a été compliqué pour moi avec les problèmes de cœur, c'est qu'on m'a demandé du repos. Et encore récemment, je suis censée être au repos, pas de sport, etc. Mais non, en fait, c'est trop. J'ai été au repos assez longtemps. On t'a demandé d'être. Ouais, en fait, les médecins. Ça fait quand même du bien, non? Les médecins voulaient pas que je fasse du sport et voulaient que j'arrête les cacher parce que j'étais trop jeune. Donc ça, c'était les médecins qui comprenaient pas mes problèmes de cœur, on va dire, au début. Et donc on m'a demandé juste d'être au repos et d'attendre je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'on pouvait pas opérer, on pouvait pas traiter, enfin compliqué. Et avec le professeur, on a trouvé d'autres solutions, évidemment, beaucoup mieux. Donc maintenant, je peux faire un peu plus, c'est ce que je veux. Mais ouais, pour certains, le repos était la solution. Mais à 20 ans, je pense pas que ce soit une bonne solution. C'est en fait une bonne partie de ton adolescence, en fait, quand même. Ouais, je pense le reste de ma vie, finalement. Mais c'est pas grave, hein. C'est un chemin de vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont d'autres problèmes à gérer toute leur vie. Moi, en fait... Je pense que c'est ma force au final et c'est le but de ma vie. Même si ça aurait pu être un autre but, évidemment, j'aurais pris, hein, mais c'est ça, et puis on fait avec. Et justement, je m'en sers parce que de mon expérience, donc là, j'ai repris la fac de droit et j'aimerais devenir avocate en droit de la santé pour justement défendre les erreurs médicales, ces choses-là. Génial. Ouais. Génial. Et donc, en fait, ce qui fait une souffrance au début, ça fait un projet de vie, quoi, et c'est beau, je trouve. Ah, mais là, c'est vraiment la définition de la résilience, hein. C'est même pas spécialement que se relever, mais c'est d'en faire quelque chose, quoi. Ouais. Que l'obstacle devienne un tremplin. Alors, il me semble que tu as lancé aussi un projet, parce que, avec ça, en plus, c'est ça. Louis se marre, mais nous avons une superwoman ici, mais ouais, c'est fou quand même. En plus de ça, tu lances. Alors,
est-ce que tu as toujours été hyper optimiste comme enfant Oui, en fait, quand j'étais enfant, on vivait dans un lotissement et j'étais un peu la petite star, quoi, celle qui allait parler avec les adultes. Limite, j'allais boire un café avec eux, quoi. Et j'ai toujours été comme ça et je pense que ça m'a aidée. Et j'ai pas trop changé au final, à part quand j'étais très malade, j'étais moins dynamique, mais j'étais toujours aussi optimiste, quoi. Au fond, c'est resté la nature optimiste, quoi. Encore plus optimiste aujourd'hui. Ouais, encore. Oui, oui. Alors, ton projet, c'est quoi? Donc, en fait, on est en train de créer une entreprise. Donc, lui le fait avec moi. On est plusieurs. On est 5 au total. Donc, 5, on est 3 en fac de droit et 2 qui sont en fac d'éco-gestion. Parce que vous étudiez la même chose, hein, si c'est j'ai ça. bien compris. Ça, c'est super. Oui. On est les 2 en fac de droit. Et on crée une entreprise. En fait, c'est un projet qui viendra faciliter la vie des malades chroniques. Donc, le but, ça serait de... Alors, il y aura à la fois, on va dire, du conseil, de l'aide au niveau des démarches administratives, etc. Et il y aura vraiment un mécanisme pour faciliter au niveau des prescriptions, des médicaments, etc. On peut pas non plus tout dire parce que malheureusement, on n'a pas encore assez avancé dans le projet. Il faut qu'on... Donc, c'est une vraie société ou c'est une association? Oui, on crée quelque chose qui est très réel, oui. Donc, ça va être une plateforme ou... Ça sera une entreprise et il y aura une plateforme. On va dire la plateforme, c'est l'élément central, mais c'est notre outil, on va dire. La plateforme, c'est ce qui va nous aider à mettre tout ce qu'on veut dedans, en fait. À la fois le conseil, l'aide au niveau des médicaments qui seront transférés plus... En fait, on veut limiter les intermédiaires. C'est ça, les intermédiaires, ouais. Et donc, des médicaments qui sont tous reconnus en France ou même justement des traitements en Allemagne. Donc, vous allez travailler avec des médecins. Des médecins, des... Oui. Les hôpitaux, peut-être, pourquoi pas? C'est complètement... Mutuel. Complètement génial. Et tout ce qui est maladie chronique, donc quoi? Donc Crohn, Lyme. C'est ça. Et le but, ça serait aussi de faire en sorte que en fait, il y aura plusieurs casquettes, mais pour les malades chroniques, le but, ça serait de faciliter les renouvellements, etc., vu que c'est toujours les mêmes médicaments, de faire une gestion des stocks. Enfin, on a vraiment un énorme projet qui se forme pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap et des maladies chroniques. Il y a vraiment aussi un suivi au cas par cas, pour le coup, pour chaque patient. Donc, pour le coup, un peu comme Jeanne a pu vivre. Et ça, c'est le plus important, on pense, vraiment. Mais c'est... en fait, je pense que... Qu'est-ce qu'on dit? On dit quasi qu'un Français sur 2 souffrirait d'une maladie chronique. Alors... Ah oui, moi en fait, la société Colline, tu devrais regarder colline.care. Mais parce qu'on inclut là-dedans la dépression, le cancer qui a métastasé, ça devient une maladie chronique. Donc en fait, ou des problèmes de dos, ou des problèmes, il n'y a pas que des maladies graves chroniques, mais une medical condition, je sais pas comment, une condition. Quand ça devient chronique, quand ça devient réellement chronique, quoi. Bon ben. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut aider, en fait, faciliter. Et d'ailleurs, ça sera le nom de notre entreprise s'appellera Efcolia, qui est facilité en grec. Et c'est le but. C'est vraiment très important pour nous. Oh là là, c'est génial. Et quoi, est-ce que vous cherchez des fonds? Qu'est-ce que vous faites en fait pour le moment? Parce que vous êtes tous les deux étudiants, donc pas, j'imagine, plein de temps pour faire tout ça. Non, on a des réunions toutes les semaines. En fait, on suit un programme qui s'appelle les Entrep et on a des réunions très souvent. On est très encadré, très suivi. Et en fait, notre projet, au début, il est au niveau régional. Ensuite, on peut être au niveau national. Et après, on pourra se débrouiller nous-mêmes. Et vous êtes suivi par des entreprises? C'est une société qui nous encadre, on va dire. Oui, en fait, c'est un projet gouvernemental et donc pour le coup, on est suivi par une coach et un parrain, donc qui est chef d'entreprise et qui peut après nous permettre d'avoir des fonds. Et donc dans notre cas, on aurait aimé peut-être se faire subventionner par la préfecture, le conseil régional, l'État même, pourquoi pas les mutuelles, ça pourrait être pas mal aussi. Et vraiment, donc ça serait comme c'est un concours en fait, il y a plein d'étudiants dans chaque faculté. Donc pour le coup, ça serait donc de gagner les régionales pour après se lancer au niveau national. Et si on gagne, ça serait génial. Donc pour le coup, vraiment, le but, ça sera de la faire durer. Sinon, c'est pas vraiment. Et vous êtes cinq juristes là, enfin en droit ou il y a des médecins, enfin des futurs médecins. Non, on est 3 en fac de droit et 2 en fac d'éco-gestion. Okay. Mais vraiment, on aura besoin de partenariat. Donc, ça sera forcément les médecins au début. Mais voilà, tout ce qui est mutuelle, pharmacie, entreprise plus tard, il y aura vraiment... Et forcément, tous les malades ou personnes en situation de handicap qu'on va aider, quoi. Et là, vous avez lancé un site ou pas encore, non. Là, on est vraiment... Ça, c'est à l'état d'étude, quoi. Exactement, on fait les business plans. On est vraiment dans la création. Business model et tout. Waouh! C'est excitant, non? Bah oui, c'est ça, parce que... C'est génial. Alors, attends, on va tourner le micro vers toi, Louis. Est-ce que tu as une histoire particulière avec la maladie ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché particulièrement? Chez Jeanne? Chez Jeanne et en règle générale avant, en fait. Hein, mais... pour le coup... Attends, approche-toi juste un peu. Si je pourrais parler de Jeanne, en soi, je pourrais dire que je n'aurais jamais imaginé avant de la rencontrer tout ce qu'elle aurait pu vivre. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et même aujourd'hui, je peux encore apprendre des choses.
Et en tout cas, comme j'essaie de dire à Jeanne tout le temps, quand parfois on peut avoir des mauvaises situations, qu'on est un peu triste, etc. J'essaie vraiment de lui rappeler au quotidien, parce que pour moi, en tout cas, c'est le but, c'est vraiment d'apporter le bonheur pour l'autre. Et vraiment, j'essaie de lui faire comprendre que sa vie est extraordinaire et que vraiment, en tout cas, me concernant, je n'aurais vraiment jamais voulu avoir une autre personne qu'elle, parce que c'est vraiment trop beau. Vrai exemple de résilience, quoi. Franchement, mais bravo en plus de transformer tout ça en une entreprise maintenant en plus. Mais vous en avez pour 5 ans de droit là, non ? En Belgique, c'est 5 ans, mais je sais pas combien c'est en France. Moi, j'aimerais passer le concours des avocats, donc ça sera en un peu plus de 5 ans, on va dire 6 ans, peut-être un peu plus. Ça va le faire. Et l'entreprise, donc là, on a le projet jusqu'à avril, où on va passer les soutenances de projets, etc. Et après, ça va se lancer, donc ça sera toute notre vie, normalement. Enfin, nous, vraiment, c'est notre but, à nous deux, en tout cas. Et pour les autres aussi, je pense, de notre équipe, on est plutôt motivés là-dessus, ouais. C'est génial. C'est génial. Bon, la question piège, hein. Comment est-ce que tu as envie de terminer ce podcast ? Je vois, ça fait 1 heure qu'on tourne. Qu'est-ce que tu auras envie de dire Le plus important, c'est l'espoir au final. Je pense que dans toutes les situations, même en dehors de la maladie, si on a l'espoir et qu'on croit, pas forcément, enfin moi j'ai pas cru en moi quand je l'ai fait, mais juste croire en quelque chose, croire en l'avenir, ça suffit en fait, juste de continuer à y croire. Et toujours, moi c'est ce que je me disais, peu importe à quel point c'est dur aujourd'hui, demain ça sera peut-être pas si dur. Et après c'était très dur pour moi de voir du jour au lendemain, parce que mon état il s'améliorait pas de jour en jour, mais de se dire c'est pas grave si ça va pas mieux demain, mais dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, c'est pas grave, juste de penser que ça ira mieux et d'attendre. Et moi j'ai un peu fait le dos rond pendant un moment à me dire je laisse ma vie de côté, c'est pas grave et ça va revenir, c'est pas grave, la vie. Donc elle est quand même là, quoi. Jamais perdu espoir? Au final, non. Même s'il y a eu des coups de mou, où j'étais moins accrochée, il n'y a pas une fois où je me suis dit, en fait, je me suis toujours dit, la vie, elle va pas me laisser tomber quand même. Elle peut pas laisser tomber quelqu'un qui a envie de vivre. et en fait, je me dis que même si la vie est dure, elle reste belle, parce que maintenant, je me lève le matin, je me mets debout, je suis purée, trop bien, je vais aller marcher, quoi. Et c'est fou. Ou même juste, là, le matin, je vais prendre un verre d'eau, je le mets dans ma main gauche, je me dis, purée, j'ai 2 mains, trop bien. Et en fait, la vie, peu importe à quel point elle est dure, elle reste belle, quoi. Et c'est ça qui est important. Et c'est fou qu'il faille avoir une épreuve comme ça pour réaliser à quel point je pense, ouais. Elle est... Et c'est pour ça que c'est important de le partager aussi, pour que les personnes n'aient pas besoin de vivre ça pour s'en rendre compte, parce qu'on s'en passerait bien de vivre ça. Exactement. Bon, moi, je pense qu'on peut pas avoir une meilleure conclusion, une plus belle conclusion. Merci à vous deux. Alors, désolée de vous avoir accueilli par terre comme ça, mais finalement, c'est trop sympa. Merci 1000 fois. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait l'écoute toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!